Alors, on avait prévu de faire voler un drone au-dessus de vos têtes, sauf qu'il serait peut-être tombé, donc on a cette drôle de machine qui est là, je vous rassure, elle ne va pas décoller, elle nous filme à 360 degrés, c'est concept niveau global. Voilà, c'est à vous, Fabrice. Merci beaucoup Hervé, merci à tous d'être venus, je remercie en particulier Bruno Corati qui a bien voulu avoir l'amabilité de venir à cette conférence. Donc ce n'est pas Jean-Philippe Ruggieri tel qu'elle s'est indiqué ici, mais un représentant de Nexity sur l'immobilier résidentiel neuf, Norbert Desmar qui est directeur commercial d'ICAD Promotion, et Ludovic Auger qui est, on va dire, président fondateur d'une société d'innovation 3D. Alors, ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est que, comme vous avez pu le voir hier, on a parlé beaucoup de vente en immobilier ancien, où on a mis un peu des problématiques sur comment développer des contacts, comment générer des contacts, sur la capacité à pouvoir générer du clic via notamment des photos de qualité, des vidéos de qualité, du homestaging, enfin tous les éléments que vous connaissez. Cette mise en scène dans le neuf, elle est beaucoup plus complexe parce que, évidemment, c'est une spécificité française, on en parlera peut-être, mais la vente se fait en VFA, donc on ne connaît pas le produit avant de l'acheter. Du coup, il faut essayer de générer chez l'acheteur potentiel, le consommateur, une idée, l'informer et le convertir, le séduire à ce produit immobilier. Donc, dans ce cadre-là, les nouvelles technologies sont très très intéressantes. Elles génèrent de l'immersion, de l'expérience client. Et la première question, je vais le poser peut-être à Bruno Corati. Dans quelle mesure vous avez utilisé ces technologies et où vous en êtes un petit peu de l'avancée de toutes ces technologies aujourd'hui pour vendre et pour générer un petit peu du désir chez l'internaute? La particularité, vous l'avez dit, sur le produit, c'est qu'on vend du rêve, on vend ce qui n'existe pas. Jusqu'à présent et assez longtemps, je dirais, les représentations d'artistes, les perspectivistes ont réussi à tenir le cap, parce qu'ils mettaient, je dirais, dans les images une chaleur et puis une vie que dans les premières images de synthèse, on avait du mal à retrouver. Tout ça, c'est maintenant dépassé depuis un certain temps. Et puis, je dirais, chaque année ou même chaque trimestre, les technologies, la haute définition, la représentation 3D nous permettent de faire des grands pas dans la qualité et puis aussi dans la diminution des coûts de la réalisation de ces images numériques. Je fais un parallèle un peu comme les panneaux photovoltaïques, c'est de plus en plus performant et de moins en moins cher. Cela dit, ça reste quand même toujours assez cher. C'est pourquoi il n'est pas encore possible, en tout cas pour nous, de donner la représentation 3D, HD de chacun des logements et aussi, je dirais, de la décoration ou de la mise en scène de chacun des logements. On y travaille, je pense qu'on y arrivera assez vite, mais c'est un petit peu ça le sens du temps. Moi, je fais souvent des comparaisons avec le marché de l'automobile. Aujourd'hui, il existe des configurateurs chez tous les grands fabricants automobiles où, depuis son écran, on arrive à configurer son véhicule exactement comme on le souhaite. Et en partant d'un produit industriel, on arrive à faire son propre véhicule qui n'est jamais exactement pareil que celui de son voisin. Ça, c'est la possibilité de personnaliser. Et puis aussi d'imaginer et de se représenter au mieux. Et ce sujet dans l'immobilier, on en a encore plus besoin, je dirais, parce que l'investissement est beaucoup plus important, beaucoup plus impliquant. On ne va pas en changer là comme de sa voiture. Et on travaille sur ces thématiques-là de configurateurs où on permettra aux internautes et à nos clients. La question justement du coût, c'est est-ce que c'est pour tous les prospects dans un premier temps ou pour des clients réservataires ou des clients qualifiés ou sur le point de devenir réservataires d'accéder je dirais, à une représentation 3D et de haute définition de très grande qualité. Là, c'est un sujet de coût. À partir du moment où on aura, je dirais, des coûts qui auront fortement diminué, on pourra l'offrir, je dirais, à tous les visiteurs sur nos sites et sur les sites internet, sur nos applis et également sur les bureaux de vente. Pour l'instant, le coût est trop élevé. En revanche, pour les clients qui sont déjà un peu plus avant dans la démarche d'acquérir,
on va leur promettre et leur proposer très rapidement de se représenter en 3D et dans une configuration d'aménagement leur véritable logement. Quand vous dites que le coût vous empêche aujourd'hui de le faire, ça veut dire que concrètement, vous n'en êtes pas à présenter à vos clients aujourd'hui une simulation 3D, mais que éventuellement vous y réfléchissez pour ceux qui sont le plus près d'acheter, alors que spontanément j'aurais pensé que c'était plutôt pour ceux qui n'étaient pas du tout en phase d'achat, donc pour déclencher plutôt cette envie d'acheter, ou est-ce que c'est plutôt par programme, c'est-à-dire que est-ce que des programmes un petit peu plus haut de gamme vous permettent de dégager des marges supplémentaires pour pouvoir vous payer ce genre de technologie? Le sujet, la représentation 3D, on la donne au prospect aussi, simplement, c'est de pouvoir donner au prospect l'appartement qu'il a choisi dans un programme de 150 logements qui va, alors certains, il y a des appartements courants, on a des appartements qui se reproduisent, mais modéliser tous les logements aujourd'hui pour le prospect, c'est encore aujourd'hui relativement cher, même si encore une fois les coûts baissent assez vite. Donc on peut très bien le faire sur des appartements type, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, et puis après, sur ces quelques appartements, aller assez loin dans la configuration, le faire de façon exhaustive sur toute l'offre pour l'instant, pour le prospect, c'est encore assez élevé. D'accord. Norbert, qu'en est-il d'ICAD? Qu'est-ce que vous avez réussi à développer ou non, justement, dans ce cadre-là? Alors en fait, la 3D est un outil, c'est un moyen de faire, Bruno bien le mentionnait, de faire rêver et d'immerger notre client, notre prospect dans son univers, de le faire rêver. Mais au-delà de ça, je crois que ça s'intègre, et on le voit bien aujourd'hui, dans une révolution. Nous sommes dans la 3e révolution, non plus industrielle, mais qui est numérique, et on peut parler, en fait, le 3D, c'est un outil qui s'intègre maintenant dans une vision numérique. On parle du digital et on parle des stratégies. Et quand vous parlez de distribution, le 3D va être évidemment incontournable, je serais presque tenté de dire peut-être déjà dépassé. Mais déjà, si tous les promoteurs avaient cette solution, ça serait pas mal. Il n'est pas encore arrivé qu'elle est déjà dépassée. Ben oui, parce qu'en fait, le numérique, c'est un tsunami. On ne voit pas venir, et quand on voit venir, c'est trop tard. Et quand on parle de la distribution immobilière, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une profonde mutation parce que le client a changé. Donc pourquoi on fait du 3D? Parce que notre client, il a changé. Il a changé parce que d'autres secteurs d'activité l'ont amené à aller vers ça. On parlait de la voiture. On voit bien dans le bricolage, aujourd'hui, vous recevez des emails de chez Truffaut pour expliquer comment on va porter une plante. Demain, vous allez recevoir une information concernant la grande distribution. Vous allez à Beaugrenelle, au centre commercial de Beaugrenelle, vous passez devant, je ne sais pas, Zara, on va vous dire attention, il y a une promotion chez Zara. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça est dû au numérique. Le 3D fait partie, c'est un sous-jacent du numérique. On parle en même temps de Web to Store, on parle de Click and Collect, on parle de designer, c'est un nouveau monde, et ça s'intègre dans ce nouveau monde. Et dans l'immobilier, je crois que la distribution, on va aborder un nouveau virage. Je ne sais pas de quelle manière, comment il va se... Vous allez peut-être en parler tout à l'heure, mais si on regarde dans d'autres secteurs d'activité tels que l'hôtellerie, c'est quand même un exemple assez intéressant. L'hôtellerie, aujourd'hui, Booking.com représente 60% de nombre de nuitées de réservations qu'ils font sur l'ensemble des chaînes hôtelières. C'est-à-dire que Booking.com est plus performant que Accor en tant que gestionnaire de chambre. Quand on regarde que Amazon aujourd'hui est en train de prendre le devant sur tout ce qui est distribution de tout. Quand on voit que venteprivée.com aujourd'hui c'est le plus gros distributeur de vin en France, avec 17 millions d'abonnés, bah oui, nous promoteurs, on est obligés aujourd'hui de se dire waouh, il se passe quelque chose. La 3D en fait partie, mais pas seulement. Et aujourd'hui, le numérique, c'est toute une stratégie du parcours du client, d'une nouvelle offre, d'une relation de proximité et d'un produit aussi qui change. Voilà, donc ça s'intègre à ça. Quand on parle d'innovation, chez ICAD, je terminerai sur ça, qui s'inscrit vraiment dans ce parcours du client et du numérique, c'est le paiement. C'est-à-dire que depuis le 26 septembre, chez ICAD, on peut réserver en ligne. Alors ça semble complètement anodin, parce que ça existe depuis de nombreuses années dans d'autres domaines où on peut réserver en ligne. Chez les promoteurs, c'est complètement innovant. Alors pourquoi on l'a fait? Parce que justement, ça s'intègre dans cette facilité, dans cette proximité
Le client aujourd'hui, c'est un zappeur. Il a une information permanente et il veut aller vite. Il ne veut plus passer 2 heures ou 3 heures, on parlait tout à l'heure avec Bruno, sur un bureau de vente à faire un contrat de réservation. On est dans la version le numérique, c'est aussi la dématérialisation. Il faut qu'en 24 sur 24, il puisse avoir accès. S'il a envie de réserver, pourquoi pas? Il faut lui proposer une offre en contrepartie. Et du coup, le virtuel va l'inciter à réserver. Mais aujourd'hui, voilà, ça c'est une vraie innovation chez un promoteur de pouvoir réserver en ligne. D'accord, mais concernant effectivement ce qui permet de réserver en ligne et ce qui va l'amener à être séduit par ça, est-ce que vous pensez finalement que globalement la 3D c'est un outil comme un autre et puis finalement c'est pas forcément aussi important que ça? On a les maquettes sur les bulles de vente et c'est peut-être bien suffisant? Ou bien c'est un outil c'est plus un sujet. Pour moi, le 3D n'est plus un sujet. Ça doit être, c'est onéreux, évidemment, c'est une solution onéreuse, mais c'est plus un sujet. Ça doit être de facto. Je suis pas Arca, je suis pas le fondateur de Arca ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres dans la salle qui font du 3D, je les reconnais. Mais si le promoteur aujourd'hui ne fait pas du 3D et peut-être de la réalité augmentée et d'autres sujets, je dirais c'est un pan du numérique, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que si je suis fait que du 3D, mais derrière, j'ai pas le centre d'appel qui va avec. J'ai pas le community manager qui va avec, j'ai pas le contenu qui va avec, j'ai pas le back-office qui va avec, j'ai pas la gestion qui va avec. Donc c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui dans la distribution immobilière, parce qu'on parle vraiment de distribution, donc c'est intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si on doit parler de la distribution immobilière. Peut-être justement à un moment donné on a oublié, nous promoteurs, notre client. Et du coup on dérape en parlant de distribution immobilière. Je ne sais pas si on doit parler de... Là aussi, la distribution est une méthode, mais je ne sais pas si on ne va pas revenir aux fondamentaux, aller chercher d'abord le client. Et je terminerai juste sur ça, c'est pour vous dire que le numérique, c'est vraiment la troisième vague industrielle. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres, vous êtes 26 millions d'utilisateurs de tablettes, de smartphones, de mobiles. Voilà. Le numérique, c'est depuis la première fois aux États-Unis, la télévision américaine est détrônée par le numérique. C'est-à-dire qu'il y a plus d'utilisateurs aujourd'hui qui passent du temps sur le numérique aux États-Unis que sur la télévision. Donc ça veut dire le 3D, ça va être un outil, mais comment aujourd'hui, c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est qu'on ne fait pas pour le faire, c'est comment on va le faire venir, comment on va créer du trafic, comment on va aller chercher notre prospect, et ensuite, vous l'avez dit tout à l'heure, comment on le convertit. Bien sûr, donc là ce qui est intéressant c'est de voir que la 3D, la virtualisation, l'immersion, ça s'intègre dans évidemment un bouleversement numérique, un changement numérique, mais la question ici elle est aussi de dire est-ce qu'on peut se permettre de ne pas le faire si c'est un non-sujet. Qu'en pensez-vous Ludovic? Je serais très heureux qu'on le fasse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui un promoteur peut prendre le risque, le luxe ou la différenciation ou simplement rester dans ce qu'il fait et la possibilité de ne pas forcément s'investir complètement dans le numérique, travailler bien sûr la relation client, travailler tous ces éléments-là, mais finalement laisser cet élément, est-ce que c'est un gadget? Alors, c'est un gadget, ça peut paraître un gadget, je pense qu'aujourd'hui, comme quiconque, on a tous réservé sur Internet, et si aujourd'hui sur eBay on nous proposait d'acheter un objet, quel que soit son prix, même à 200 € sans qu'il y ait de photos, en nous promettant de nous le livrer dans 1 mois et demi, je pense que nous serions peu à déclencher l'achat. Et c'est pourtant ce qui se passe exactement en VFA et depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'acquéreur, et c'est ce qui a fait la grande force des plateformes pendant des années, c'est-à-dire que la vente, l'acquéreur, en tous les cas, avait besoin d'être rassuré, énormément rassuré, pour passer à l'acte d'achat. C'est comme ça qu'on a pu, à un moment donné, voir des investissements qui étaient déclenchés depuis Lille, sur des sites de Marseille, via des CGP, etc. Parce que la relation entre le CGP et son client primait sur ce que le client pouvait avoir directement comme information avec le promoteur, en se déplaçant sur une bulle de vente locale proche de chez lui. Parce que là, justement, la matérialisation, la confiance, la relation humaine qui était instaurée entre son partenaire, son conseil et lui depuis de nombreuses années, prenait le pas sur le professionnel, distributeur d'immobilier, promoteur, qui n'avait peut-être pas suffisamment de matière à présenter à ce prospect, cet investisseur, pour le faire passer à l'acte d'achat. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la mutation Internet, l'ouverture de l'information de plus en plus facile, chaque acquéreur est de plus en plus professionnel, demande une information hyper qualifiée, et la 3D devient, même si elle a un coût, j'en
convient. Effectivement, on est obligé aujourd'hui de passer sur des investissements supérieurs aux 2-3 000 euros qui sont mis sur une illustration de manière traditionnelle, illustration qui était d'ailleurs le vecteur et qui portait l'ensemble des enjeux du programme jusqu'à présent. Donc ça faisait quand même un mince investissement pour un enjeu très fort. Donc aujourd'hui, effectivement, cet investissement, il doit être revu, il doit être augmenté, mais il n'en reste pas moins minime face aux commissions commerciales qui sont données à droite et à gauche et qui permettent de raccourcir le circuit commercial du promoteur, si tant est qu'il souhaite appliquer ce genre de technologie sur l'ensemble de son stock. Puisque dans les innovations, il en existe beaucoup dans ce domaine. En tous les cas, il faut les cibler. Il faut les cibler de manière assez précise, en gardant toujours à l'esprit que l'information doit arriver de manière très claire, rapidement et de façon pertinente sur les terminaux qui équipent l'ensemble des foyers, c'est-à-dire les terminaux mobiles, les téléphones, les tablettes et les PC, et que cette force d'accéder directement au foyer permet, comme je disais tout à l'heure, de raccourcir les intermédiaires dans l'achat, de rentabiliser l'effort commercial et l'investissement commercial du promoteur, donc par conséquent lui permettre d'ouvrir facilement son site internet à de l'intrusion, enfin à de la 3D qui permettent aux clients de s'immerger et de passer plus facilement à l'acte d'achat. Qu'est-ce que vous offrez exactement quand vous êtes devant un promoteur qui peut être un petit peu réticent en disant voilà, moi je veux travailler avec mes vendeurs sur la bulle de vente, ou alors j'ai une relation client que je veux développer, mais au fond la mise en valeur via la 3D, elle est pas forcément, elle est très coûteuse et puis elle n'est pas forcément extrêmement utile. Enfin, elle déclenche pas un retour sur investissement beaucoup plus important. Qu'est-ce que vous leur répondez en tant que créateur justement de cette solution, et qu'est-ce que vous leur offrez concrètement comme solution? Concrètement, j'essaye de les resituer dans la peau de l'acquéreur. Ouais. C'est pas évident. Quand on est dans ce métier depuis des années, on a tendance à oublier que la barrière technique de lecture d'un plan, la barrière technique de lecture même d'une carte Google Maps qui permet de situer le projet au sein de son environnement n'est pas si facile, et que l'image et toutes les technologies que l'on propose aujourd'hui permettent un accès immédiat à l'information sans qu'il y ait de commentaires supplémentaires, sans qu'il y ait de discours commercial particulier, et c'est la possibilité pour lui de bien se faire comprendre et de rassurer son client, de lever l'ensemble des incertitudes qui sont liées à cette vente en état futur d'achèvement, qui est toujours de se dire je fais un des plus gros chèques de ma vie, je m'endette sur plusieurs années en signant simplement sur un plan de vente et en faisant confiance à l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Donc là, je dis au promoteur que non seulement ça lui apportera des outils et des arguments supplémentaires face à son client par rapport à la concurrence qui est aujourd'hui globalement démunie démunie de tout outil de protection, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, très peu de promoteurs sont aujourd'hui équipés de systèmes qui permettent de visualiser l'ensemble des appartements d'une résidence. Ce sont des choses qu'on propose d'ailleurs avant la fin de l'année pour un de nos clients qui s'appelle Safran Immobilier sur Bordeaux. L'ensemble de son stock va être publié sur un site internet nouvelle génération que nous avons construit, et l'ensemble de son stock va être traduit en 3D. Donc ça veut dire que les acquéreurs de ce promoteur pourront tous visualiser leur appartement, se projeter dans leur appartement, voir où il est situé, où le projet est situé au sein de la ville, avec les points d'intérêt, la situation du logement au sein de la résidence, et une projection 3D de chacun des logements. Donc si c'est possible pour un petit promoteur régional, c'est-à-dire que c'est possible pour l'ensemble de la profession. Bruno Moranti, quand on est acheteur potentiel, on va se promener sur les aujourd'hui sur les portails immobiliers, Experibo et autres, et on voit des images, des maquettes qui sont faites en 2D seulement, et on se décide ou non sur cette petite information à appeler le gestionnaire des ventes. Est-ce que ces technologies vont vraiment lever l'incertitude et vont permettre de développer le nombre de contacts? Je dirais l'illustration est
important. C'est pas tout. Nos clients, en tout cas ceux qui achètent pour habiter, connaissent l'environnement dans lequel ils vont aller. Ils savent, je dirais, généralement les liens de transport en commun, etc. Ils ont une connaissance, je dirais, de l'univers où ils veulent se poser. Et l'illustration, elle vient accompagner leur décision. Dire que aujourd'hui la décision va se faire sur ces éléments-là, ce serait un peu simpliste. Je dirais, plus on monte, je dirais, dans la hiérarchie de la présentation, plus on va parfaire son information et se distinguer aussi par rapport aux voisins, aux concurrents, qui n'aura pas le même niveau d'information. C'est ce que l'on essaye de faire tous, bien évidemment. Et puis, je dirais un peu comme disait Norbert tout à l'heure, le sujet, c'est pas de savoir si on va faire ou si on va pas faire. Je dirais, des produits existent. À partir du moment où je dirais, les coûts par rapport à l'avancée de technologie diminuent, immanquablement, inévitablement, on va y aller. Je dirais, on a fait les premières présentations de programmes sur des lancements avec l'ensemble des appartements numérisés chez Nexity. Ça doit remonter maintenant à 8 ou 9 ans. Avec un coût qui a strictement rien à voir avec celui qu'on a aujourd'hui. C'était innovant, aujourd'hui il n'y a même plus d'exclamation par rapport à ça. On est dans la banalisation de ça, à partir du moment où ça a été vu déjà sur un certain nombre de sites. Mais on est dans, je dirais, la facilitation de l'appréhension du produit par le client, mais ce n'est pas ça qui va faire fondamentalement la décision, surtout à partir du moment où l'ensemble ou une grande partie de l'offre bénéficiera de la même d'exposition d'informations. Après, il y a, je dirais, la qualité du produit, son prix, etc., qui va bien sûr prendre sa place. Et puis la relation humaine. Je dirais aujourd'hui pour nos clients qui, dans un premier temps, sont derrière leur clavier et qui refusent le contact commercial. Je dirais, c'est la force d'Internet, c'est de pouvoir aller assez loin dans la sélection de son produit sans s'exposer à la confrontation avec l'autre et puis la peur de se laisser embarquer dans quelque chose qu'on a envie de faire, mais on a plutôt envie d'avoir la main plutôt que de se sentir amené là où on n'a pas spécifiquement envie d'aller ou envie d'aller avec la vitesse que, bien évidemment, nos commerciaux souhaitent et pour lesquels on leur demande de travailler. Donc, une fois que ce travail de sélection a été fait, c'est toute la force d'Internet d'avoir, au travers de tous ces outils, permis aux clients de se faire une propre conviction. Assez souvent, d'ailleurs, il faut le dire, il a un degré d'information sur l'environnement commercial qui est très très bon, et j'ose le dire, quelquefois meilleur que celui de nos propres commerciaux, parce que le client il est impliqué à 2000% dans son achat. Je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas de nos vendeurs, mais ce n'est pas avec la même acuité. Ils ne vont pas en prendre pour 25 ans, ce n'est pas la même histoire. Une fois qu'on a fait tout ça, bien après il faut passer de l'autre côté du miroir et il faut prendre contact avec quelqu'un pour dire bon ben j'y vais, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, puis lever les dernières objections qui restent, lever les dernières questions qui restent. Donc le travail que nous développons aujourd'hui, c'est de donner cette possibilité aussi derrière l'écran, c'est de faire du visio chat et de permettre, une fois qu'on a accepté ou passé, je dirais, les renseignements préliminaires, de dire je veux physiquement rentrer en contact avec quelqu'un qui va me donner le reste de l'information. Il faut qu'on travaille sur la fluidité de ça. Aujourd'hui, les technologies le permettent, mais ce n'est pas toujours aussi fluide que ça. Il faut que la connexion soit bonne, il ne faut pas qu'elle soit interrompue. Il n'y a rien de pire au moment où on sent qu'on est en train de faire basculer, je dirais, un prospect, que je dirais, on perd la ligne parce qu'il n'est pas sur une ligne avec un bon débit ou qu'il est sur de la 3G, encore sur de la 4G, etc. Donc, dès qu'on aura ces outils, et c'est en train de se faire, on est en train de faire, nous, les premières expérimentations là-dessus, on va aller dans ce contact humain qui, pour moi, reste sur l'importance de l'achat immobilier incontournable, pour ensuite basculer sur, pourquoi pas, du contrat numérique. Cela dit, la visite sur place, parce qu'on parlera tout à l'heure des bureaux de vente, reste un élément incontournable. Le virtuel, à un moment, doit se confronter au réel, et puis aller voir où est-ce qu'on va habiter, effectivement, juger de tout ce qu'on ne peut pas juger sur le net. Donc, on peut juger beaucoup de choses, du bruit, je dirais de la qualité de vie qui se ressent, de la sécurité ou de l'insécurité des quartiers dans lesquels on va habiter. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, à terme, pour continuer un petit peu dans cette perspective, si on peut faire du visio chat, hier on a vu qu'on pouvait faire de la signature électronique relativement facilement, si le lieu peut être googlisé assez facilement avec des images, à terme, potentiellement, pour une certaine catégorie d'acheteurs,
nouvelles technologies vont permettre justement cette dématérialisation de l'espace et vont permettre in fine, peut-être de conclure une vente totalement en ligne. C'est possible. Je dirais même que certains geeks y trouveront un plaisir à pouvoir dire j'ai fait ça. Okay. Je ne vais pas compter uniquement sur ça pour faire mon business. Je dirais en particulier sur l'investissement locatif, on peut l'imaginer plus facilement puisque pour une raison simple, celui qui achète ne va pas y habiter personnellement. Et sur la résidence principale, je suis convaincu que la dématérialisation du contrat va permettre d'éveiller de la fluidité du temps. Je suis convaincu aussi que les outils, on l'a dit, vont faciliter la démarche de présélection. La visite sur place, elle est, à mon sens, compte tenu de l'investissement, incontournable. Sur place, il y a un bureau de vente, il y a un contact qui peut se faire, il peut se faire ailleurs. Maintenant, l'exclure et dire on va tout faire en virtuel, on ne va pas habiter virtuellement quelque part, on va y habiter réellement, il ne faut pas l'oublier ça. Et il y a les écoles, les commerces, les transports, la vie au quotidien, et notre rôle, c'est de mettre en scène ça, et de le mettre en scène, d'une façon commerciale, en mettant en avant les points forts et en essayant de minimiser, les points faibles quand il y en a. Donc après, le libre arbitre du client, il va se confronter à la réalité de l'environnement, la vraie réalité, pas une réalité virtuelle. Norbert, sachant effectivement que cette réalité, elle peut apparaître nécessaire, importante, même si effectivement dans des secteurs de l'habillement tels que les chaussures, ça, on disait on n'arrivera jamais à mettre de l'internet là-dedans parce qu'il faut essayer, et finalement avec une capacité à pouvoir revenir en arrière, à faire des retours, on a vu certaines marques exploser sur le net. Est-ce que cette capacité de pouvoir voir le quartier, les écoles, tout ça, mais dans 2 ans, dans 3 ans, là où au moment où le logement sera livré, est-ce que ça peut pas se faire complètement sur Internet? Alors déjà, un promoteur est un visionnaire. Oui, mais il faut mettre le client au centre de la vision. Voilà, mais nous sommes déjà visionnaires, c'est-à-dire qu'on parle de 2-3 ans, nous sommes visionnaires. Vous avez 2 acteurs majeurs, Connexity et Icade, qui sont allés dans des endroits qui, il y a 10 ans, personne ne voulait aller. Je pense à Aubervilliers, je pense à Pantin, donc nous sommes visionnaires, et ces outils nous permettront de mieux traduire notre vision des écoquartiers où on a pris des positions il y a 15 ans. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de dire que ce sont des quartiers qui potentiellement pourraient faire peur ou effrayer ou pas séduire, mais qu'en leur montrant la 3D, ça leur permet de montrer le nouveau quartier, ces éco-quartiers. Ça va humaniser, et pour reprendre ce que disait tout à l'heure Bruno, il n'y a aucune... on ne fait pas de copromotion en plus, mais pour le coup on partage bien les mêmes avis, mais sans reprendre les propos de Bruno, aujourd'hui il faut théâtraliser les éléments, il faut rendre les choses plus sexy, il faut les rendre plus attractives. Évidemment que si on avait ces outils il y a 15 ans pour mieux humaniser les territoires pour lesquels on a prospecté, ça serait plus facile. Maintenant, le 3D, c'est pas un outil magique, c'est un outil. Le 3D, ça ne va pas d'un seul coup révolutionner le marché. On est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que en 1 an de temps, le nombre de tablettes a évolué. C'est-à-dire que c'est simplement parce que le numérique, encore une fois, fait que vous avez tous... Vous savez que vous avez une phobie, la nouvelle phobie maintenant, qui s'appelle le nanomophobie. Quelque chose comme ça. Ça veut dire que 62% des personnes ne peuvent pas se passer pendant 1 heure de regarder son téléphone. Voilà, vous êtes tous en train de regarder votre téléphone. Au bout de 10 minutes, vous vous dites, merde, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'1 heure, alors là, c'est la grosse angoisse. Oh là là, je n'existe plus, il n'y a plus personne qui m'appelle. Au bout de 5 heures, si je ne reçois pas d'email, je suis blacklisté. Ça, c'est impossible. Et au bout de 24 heures, si j'ai plus de connexion, et bien à ce moment-là, je suis plus bankable. Salut, au revoir. Voilà la grosse angoisse. C'est vrai, il y a des études qui sont faites. Dans la génération anglaise, 18-35 ans, ils disent que le mobile peut leur sauver leur vie. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent passer plus de temps sur leur mobile que de prendre du temps pour la réflexion. Donc, voilà à quoi nous sommes arrivés. C'est pas un outil magique. Nous sommes dans un contexte où tout bouge, et dans l'immobilier, c'est marqué encore un peu plus par un contexte, on ne va pas parler de crise, mais de mutation profonde. Donc, le 3D en fait partie, mais les clients, ils ont besoin de toute façon d'imaginer une école, ça ne s'invente pas. Mais par contre, l'école va changer elle aussi. Ah oui, parce que maintenant, on va faire du e-learning. Tout change.
Donc l'école, qu'on se dit, tiens, je veux aller voir l'école pour savoir, mais de toute façon, dans 5 ans, je vous dis déjà, on n'ira plus à l'école puisqu'on fera du e-learning. Après, on dit, tiens, je vais regarder quand même si savoir les cliniques ou le docteur est à côté. Dans 2 ans, c'est fini puisqu'on fera tout par le numérique également. Parce que, mais c'est comme ça. C'est ça que vous dites à vos vendeurs? Mais les vendeurs ont changé. Mais évidemment, les vendeurs ont changé. Pourquoi ils ont changé? Parce que avant, ils avaient un canal de distribution. Je suis client, je vais sur un bureau de vente. Aujourd'hui, on est dans une politique de cross-canal. Pourquoi le 3D intervient? Parce que nous diffusons l'information non pas à un vendeur, non pas à un client. On a généralement entre 7, 5, 10 canaux de distribution différents. C'est pour ça que le 3D a un sens, parce que l'information, en fait, le 3D, ça permet d'uniformiser l'information de façon cohérente. Parce que nos canaux de distribution, avant, il y avait un canal de distribution, le bureau de vente. Maintenant, il y a le site. Maintenant, il y a les ventes privées. Maintenant, il y a les CGPI. Maintenant, il y a les banques. Maintenant, enfin, il y a 10 canaux de distribution. Donc, le cross-canal fait qu'on est obligé d'implémenter le 3D. Mais, encore une fois, on pourrait parler des réseaux sociaux. Évidemment, personne ne peut y aller. Peut-être vous, encore, vous avez fait le... Ouais, alors ça, c'est un relativement autre sujet, mais c'est c'est comment porter, c'est le moyen de porter la technique, effectivement, soit par email, soit par display, soit par tous ces éléments-là. Mais par ce canal, le canal historique, j'allais dire, de vente qui est la bulle de vente, est-ce que la 3D, d'une part, est utile aux vendeurs actuels, est utilisée et n'est pas un petit peu laissée de côté par les vendeurs? Mais tout à l'heure, Ludovic disait, mais chez Safran, que je ne connais pas d'ailleurs, c'est peut-être un bon promoteur, ils ont réussi à tout virtualiser. Mais c'est plus facile chez un promoteur peut-être local ou régional parce que c'est culturel. C'est-à-dire que quand vous dites ça à des majors de la promotion de d'un coup tout virtualiser leur lot, c'est un choc culturel. Il faut comprendre que c'est un choc culturel. Il y a quelque chose pour le vendeur, c'est un nouveau mode de communication, c'est un nouveau mode d'expression, et quelque part ça lui échappe, et donc on fait tous des formations pour essayer qu'il n'ait pas le sentiment d'être lâché. Quand on fait venir du 3D, c'est pas simplement un outil qu'on met là, il faut faire intervenir la DSI, la DSI dit attendez, mais moi, tu connais bien ça, Ludovic, mais attendez, moi j'ai mes bases de données que je veux protéger, donc il faut faire. Ça veut dire qu'en fait, les processus sont devenus complètement transversaux, et donc c'est un choc culturel. Voilà, donc c'est plus facile peut-être. Aujourd'hui, chez un petit promoteur, c'est moins onéreux, parce que si les gens qui font du 3D avaient compris aussi notre préoccupation de coût, bah ouais, on ne serait pas là, on se parlait peut-être d'autre chose. Bah oui, mais c'est vrai que... Vous faites des trucs, et c'est génial, mais je comprends que ça demande de l'argent. Mais nous, promoteurs, aujourd'hui, vous nous demandez, clients, de baisser les prix. Il faut être encore moins cher. Vous savez, c'est comme Miniprix à l'époque. C'était, vous savez, Miniprix, tu fais le maximum et tu es au moins cher. Mais au bout d'un moment, on nous demande de faire des innovations techniques, BBC, HQE, normes handicapées. Tout ça, c'est valable, c'est intelligent, c'est responsable, tout ça, c'est pertinent. Après, il faut mettre du 3D. Après, il faut faire du numérique. Et tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Et nous, on est dans un marché où on nous demande d'être au moins cher. Donc, je pense que il y aurait un non-sujet si je m'adresse aux fournisseurs qui sont nombreux aujourd'hui, qui ont fait partie de Ludovic, mais il y en a d'autres dans la salle. Imaginez aussi nos préoccupations de promoteurs. Voilà, nous sommes soumis à des coûts, et voilà, au bout d'un moment, 4 000 ou 10 000, combien de lots Bruno chez vous? 10 000 ventes. 10 000 ventes à combien le logiciel? Vous voyez, comment ça fait? Non, mais je te rassure, en vrai, on est tous dans le même cycle. Hein. C'est-à-dire que nous, on doit payer des salaires français, et donc on se pose aussi toujours la question à la fin du mois, comment est-ce qu'on va boucler nos budgets. Juste avant que tu répondes, Ludovic, je voulais laisser préciser quelque chose à Norbert, à savoir... oui, bien sûr, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'il y a une innovation, peut-être que la logique, c'est pas de l'ajouter à l'existant, mais c'est de repenser l'existant, repenser la communication produit, repenser le display, et du coup faire ça à coût constant. Et ça vous obligerait éventuellement à dire, allez, je vais faire des coupes dans quelque chose. Est-ce que le 4x3 qui est partout dans la ville, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que le prospectus est nécessaire? Est-ce que la maquette réelle est nécessaire? Est-ce que le vendeur est nécessaire? Ou la présence, tant homme
de vendeur est nécessaire. Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là de réflexion? Les choix, on les a déjà faits. Je dirais le coût des budgets, notamment presse, aujourd'hui, ne sont plus rien à voir avec ceux qui pouvaient être hier. Tout au profit du net et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on reste présent dans quelques supports, quelques 4x3 de proximité, mais là aussi, les budgets ont considérablement fondu. Tout a été fortement réinvesti et réorienté sur les nouvelles technologies. Et ça reste cher quand même. Vous avez dégagé tout ce budget-là. Bien sûr, mais il y a aussi eu des impacts sur les coûts presse, etc. Sur les réseaux de panneaux, pas tellement, parce qu'il n'y a pas que nous, et on était loin d'être les premiers annonceurs. Mais tout a été renvoyé sur ces technologies, parce qu'aujourd'hui, 9 clients sur 10 qui s'intéressent à l'immobilier, que ce soit neuf ou l'ancien, vont sur le net. Donc c'est pas, à un moment, j'y vais pas, ou j'y vais pas avec les bons outils, etc. Mais un truc est sûr, c'est qu'on se trompe si on ne le fait pas. Oui, mais justement, c'est important ce que tu dis. Je ne vais pas vous assumer de statistiques, mais même nous, pour notre culture, c'était intéressant. Il y a 77% des internautes qui font leur pré-réflexion ou leur pré-achat. Je ne parle pas d'un immobilier, je parle en général, et qui vont d'abord sur Internet, mais qui vont ensuite en boutique concrétiser soit leur achat ou fait ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire que j'ai vu sur Internet et j'ai réservé sur Internet, mais je vais en boutique le rechercher. Donc la boutique ou l'espace physique, et surtout nous qu'on fait la résidence principale, notre clientèle est quand même de proximité. Donc on ne peut pas imaginer et beaucoup ont imaginé que le tout Internet allait révolutionner les boutiques, etc. Ça révolutionne. C'est-à-dire qu'on voit que Virginie Gastor a déposé le bilan parce qu'il n'était pas numérique. On voit que Denis Hennequin de chez Accor a dégagé parce qu'il n'était pas numérique. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les gens ils vont sur Internet, mais ils vont entrer en boutique. Ils vont en boutique. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'avoir quand même un conseiller. Et donc justement sur cette question, un conseiller qui a la 3D développe beaucoup plus ses compétences et arrive à exploser les ventes, ou est-ce qu'il y a des réticences? Vous êtes confronté à quel phénomène? Là, on rejoint exactement ce que disait tout à l'heure Norbert, c'est-à-dire qu'il y a un problème un peu culturel. On est en plein dans une phase de rupture, dans une phase charnière en tous les cas, où on passe d'un mode de fonctionnement et d'un mode de commerce qui se faisait sur la relation à l'introduction du numérique. Et c'est ce qui fait qu'effectivement la réticence au changement dans les entreprises est importante, et que plus la structure est importante, plus effectivement les habitudes vont être difficiles à bouger, à changer. Donc on est en plein dans cette période-là, on la vit, et les expériences sont assez variables sur le sujet. C'est même pas une question d'âge ou de génération. On a constaté que certains vendeurs utilisaient l'outil parfaitement, l'exploitaient comme un support d'aide à la vente, et on a constaté que d'autres se contentaient de recevoir le contact qualifié qui était généré, puisque dans la mesure où l'internaute a l'ensemble du stock en 3D, il va se positionner sur un appartement ou sur un autre, il va créer son panier de sélection, donc ça va automatiquement permettre d'avoir un contact hyper qualifié avec même des biens attenants. Donc le vendeur se charge simplement de prendre le contact, de le relancer. Il n'utilise même plus l'outil pour... Donc concrètement, vous avez développé pour un coût non nul un certain nombre d'outils à disposition du vendeur qui, in fine, ne les utilisent pas parce qu'ils ont peur ou... Tout à fait. Je pense qu'il y a, encore une fois, une question de culture de la part du vendeur, une question d'équipement aussi des promoteurs qui utilisent ces technologies à destination du grand public via le site internet ou via les réseaux par le site partenaire, etc. Et qui n'équipent pas nécessairement l'ensemble de leurs vendeurs avec des tablettes, ou quand ils les équipent, en tous les cas, certains vendeurs ne les utilisent pas. Oui. Ah oui, donc c'est à la fois un enjeu. C'est là où on se rend compte que en fait, l'enjeu va se situer dans la concrétisation de la vente, mais là on a des vrais professionnels et qui ont fait leur preuve depuis des années. Simplement les méthodes de prospection, les méthodes de captation du contact à l'origine ont changé et nécessitent d'avoir un contenu beaucoup plus impactant, beaucoup plus précis. Et
Et c'est là où la différence se fait. Donc le simple fait déjà d'être capable de générer ce contact hyper qualifié va rentabiliser les investissements dans ce domaine. Vous êtes en phase avec ça? Il ne faut pas oublier de reprendre la main quand même. C'est-à-dire que donner beaucoup d'outils, vous l'avez dit tout à l'heure, une géolocalisation Google, il faut comprendre, savoir comment s'en servir, une maquette en 3D, il faut la comprendre. Tout le monde n'a pas la perception des choses en 3D, donc il faut accompagner le client et pas avoir des outils dont il ne comprendrait pas tout, d'une part, ou il comprendrait tout et finalement il pourrait faire à moins de la relation avec le commercial à un moment où on a besoin de revenir sur la scène. Et un des travaux sur lesquels nous sommes également, c'est à un moment dans ces vidéos de chat, de pouvoir partager l'écran avec le client et lui expliquer les éléments 3D qu'on lui met sous les yeux en disant votre appartement, c'est celui-là qui est là, vous voyez une exposition, expliquer où se trouve le soleil, où se trouve la vue sur cour, la vue sur le jardin, l'avantage qu'on a à être dans un endroit plutôt qu'un autre par rapport à ce qu'on recherche. Et ça, moi j'ai besoin de remettre l'humain à un moment dans le discours, parce que c'est à la fin, c'est entre deux personnes que ça va se vider, même si effectivement on peut aller jusqu'à la signature numérique. Je crois que si on laisse simplement nos clients se promener seuls et errer dans la masse d'informations qu'il peut y avoir, déjà ça va rendre leur choix très difficile. Regardez vous-même quand vous allez chercher des informations sur des hôtels ou sur des sites de vacances, vous avez une telle profusion d'informations qu'à un moment, vous n'allez plus prendre une décision. Je dois aller là, mais je vais là, la vue là-bas c'est bien, la piscine est mieux. À la fin, la décision on ne la prend pas. Donc à un moment, il faut remettre, je dirais, nos commerciaux en scène, pas simplement parce que le premier but c'est de tirer, je dirais, un contrat, mais parce que le client en a besoin. Il ne va pas tout faire seul. Et il faut lui aider à tirer, je dirais, le meilleur parti des éléments de visualisation qu'on lui donne. Et là, il y a un travail, parce que c'est pas encore d'une fluidité absolue. Non, mais c'est vrai que trop souvent, nouvelles technologies, arrivée de la 3D, en particulier dans l'immobilier, mais dans plein d'autres domaines, ça reste vrai également, c'est synonyme de contact humain, suppression du contact humain ou suppression d'un certain nombre de méthodes existantes basées sur le contact humain. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, les choses ayant évolué, c'est simplement une information supplémentaire qui est à disposition. Auparavant, elle était diffusée via la plaquette papier avec du rédactionnel. Et ben, aujourd'hui, elle a changé, elle est numérique, elle bouge, elle est multimédia, elle est interactive. Norbert, est-ce que les vendeurs sont friands de ce genre de nouvelles technologies? Je crois que Ludovic a répondu, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être, je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est culturel. Le terme tout à l'heure pour l'angoisse d'être séparé de son téléphone, c'est namophobie. Namophobie, voilà. Rien à voir avec ça, mais je pense qu'il peut avoir un côté culturel et générationnel. On a une nouvelle génération de vendeurs qui sont parfaitement à l'aise avec tous ces outils-là. Et pour eux, c'est un jeu. Donc, ils s'immergent vraiment et le font partager. Après, il y en a d'autres, effectivement, si vous investissez, vous vous rendez compte que soit l'écran il est en panne parce que je ne sais pas où, parce qu'on s'est fait dévaliser dans le bureau de vente, ça arrive aussi. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est pas que la mise en place d'un outil, c'est toute une structure, c'est toute une logique, c'est toute une. Je crois qu'on est en train de vivre, nous en tout cas dans l'immobilier, et plus particulièrement le fait de vendre de l'immobilier, et une mutation qui est profonde, et je ne sais pas si tout le monde aura la capacité d'intégrer toute cette nouvelle technologie, parce que soit par esprit, soit par... Il ne faut pas le subir, c'est-à-dire qu'en fait il faut l'intégrer comme un outil et pas le subir, voilà. Mais c'est encore une fois, ça fait partie d'une logique, mais... C'est une décision stratégique de l'entreprise. Oui, c'est une décision stratégique qui va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on remet sur le terrain des aspects organisationnels. Justement, pour rebondir et peut-être terminer sur ce sujet-là, en termes organisationnels, c'est une nouvelle technologie et donc elle redonne un petit peu le pouvoir aux internautes, aux consommateurs. Elle dématérialise, elle virtualise, elle permet de se rendre compte de plus en plus de la réalité de l'avenir via ses différentes interfaces. Est-ce qu'aujourd'hui, la notion de bulle de vente ne doit pas être repensée? Et en tout cas, la notion d'espace de signature, d'espace de rencontre humaine, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a besoin de cet humain. Mais cet humain, est-ce qu'il est nécessairement
présent sur un espace où il n'y a rien, une bulle de vente en Algeco, ou alors est-ce que du coup on doit réinventer la distribution réelle, repenser cette distribution réelle en disant peut-être soit un supermarché de l'immobilier, soit un pop-up store, c'est-à-dire quelque chose qui potentiellement arrive et s'installe là où il y a beaucoup de gens, dans une galerie commerciale de centres commerciaux, pendant un week-end, le week-end de lancement. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer un changement, un bouleversement aussi de la distribution réelle? Dans l'immobilier, il y a un lieu d'abord. Donc, on peut se mettre dans une galerie marchande d'un centre commercial ou dans un store, etc., mais on ne sera pas sur le lieu où va être implanté le projet ou une opération d'aménagement. Ça, c'est fondamental. C'est pas mobile. Donc pour vous, il faut garder cet espace-là. Après, bien évidemment, je pense que le sort du bureau de vente, du programme isolé de 50 logements est en question. Les opérations d'aménagement importantes où on va développer sur plusieurs années, comme on a pu le faire sur Boulogne avec ICA des Vinci, 800 ou 1000 logements, donne des moyens sur place d'espace, de qualité d'espace, d'utilisation, je dirais, de mise en scène d'outils numériques là aussi performants que chaque client particulier n'aura pas les moyens d'avoir chez lui. Donc on pourra avoir un détail d'écran, de la sonorisation, l'image en 3D, du virtuel de très haut niveau. Et à ce moment-là, on peut créer sur ces lieux des espaces de vente de très grande qualité où, encore une fois, nous on a à faire rêver, surtout quand on arrive dans des friches industrielles, comme ça peut être le cas à Saint-Ouen, etc., où on est dans un environnement qui n'a pas encore changé. Il faut qu'on projette nos clients sur quelque chose qui existera parfaitement dans une décennie. Donc à ce moment-là, le bureau de vente ou l'espace de vente, on va appeler ça comme ça, a complètement sa place et il doit être au niveau de la qualité des outils qu'on propose. On n'est plus dans l'Algeco, on est dans la construction, je dirais, qui s'installe là pour 4 ou 5 ans, avec des investissements qui dépassent sur ces gros projets le million d'euros assez facilement. Donc, et c'est un outil qui s'installe dans la durée. Le sujet plus délicat, c'est celui du petit bureau de vente, parce qu'on travaille beaucoup les pré-commercialisations, on travaille beaucoup les lancements, et on va y travailler quoi là? On va y travailler, je dirais finalement, quand ça se passe moyennement, et ça arrive malheureusement, la commercialisation dans sa longueur. En plus, on a des problématiques d'implantation sur site qui deviennent de plus en plus compliquées, surtout quand on est en site urbain. C'est difficile de les installer, c'est coûteux de payer l'emplacement, c'est coûteux, je dirais, de louer ces objets. C'est sécuritairement, dans certains endroits, c'est pas facile pour nos vendeurs, c'est pas facile pour le matériel qui s'y trouve, et ça limite la capacité, je dirais, de faire des maquettes virtuelles, etc. On ne va pas nous voler une maquette en plexi parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Par contre, si j'y mets une tablette numérique d'un mètre 20, j'ai de fortes chances que le lendemain, elle n'y soit plus. Donc on a encore là, je dirais, sur ces espaces-là, probablement un outil qui va durer, mais qui va se limiter. Juste pour finir, pour conclure là-dessus, les options de réalité augmentée, par exemple, peuvent être des technologies intéressantes pour accompagner le client sur terrain et lui présenter le projet in situ, en situation finale d'achèvement. Pour terminer sur non, Bruno l'a parfaitement résumé la situation. Pour nous, c'est un sujet complexe. Le bureau de vente, complexe parce qu'on est obligé d'y être. En même temps, les solutions qu'on propose doivent évoluer. Et c'est complexe parce que c'est généralement, on investit sur une adresse qui n'est pas figée. C'est-à-dire que quand on va, je dis n'importe quoi, je pense à Sartrouville. Bon, si on est à Sartrouville, on va pas rester forcément à Sartrouville. Donc c'est investir dans un lieu qui est globalement éphémère. Et on voit bien que la durée de commercialisation, elle est généralement de 1 mois, 1 mois et demi. En revanche, on essaie de réfléchir à un système de showrooming qui peut essayer de représenter, qui serait 3-4 showrooming, qui représenterait un peu l'esprit Porcelain dans sa version où c'est cultiver la démonstration de ce qu'on peut faire. Parce que si on parle de 3D, il y a eu un sondage qu'a fait Emmanuel Clausel sur les clients. Ils veulent, à 65% d'entre eux, ils veulent un témoin. Donc le 3D, en fait, ça remplace un témoin. Donc ils veulent voir, dans un contexte d'angoisse, ils veulent être rassurés.
Donc on est obligé d'avoir ce bureau de vente. Donc peut-être le système de showrooming, de leur faire voir ce qu'on est capable de faire ou autre, ce que vous faites très bien dans vos témoins également, peut-être il faut essayer de réfléchir à ça. Maintenant, supprimer le BV, on aimerait tous le faire, et puis on se rend compte que certains promoteurs les plus traditionnels d'entre eux marchent quand même bien avec un vendeur, un bureau de vente. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite ce changement organisationnel. Ok, peut-être que merci beaucoup. On va laisser passer.